Bonjour à tous. Nous allons parler de la voie étroite, mais franchement probable, de sortie de cette crise. Il y a de l'espoir. La situation est bloquée, mais il y a une manière pour que Trump et le monde puissent, ils doivent s'en sortir sans trop de casse pour tout le monde. On va évaluer ensemble la situation, les perspectives et en tirer des leçons pour la France. Dans cette guerre asymétrique, du faible au fort, toutes les issues semblent bloquées. On va le voir, c'est pas si simple. Trump ne peut pas dire je pars et je laisse le détroit d'Ormuz bloqué et je laisse tomber Israël. Mais en tout cas, le temps continue de tourner avec le détroit d'Ormuz bloqué, 20% de la production mondiale, impossible à envoyer à l'étranger, et les puits de pétrole fermant à un dans la péninsule arabique, ce qui occasionnera des dégâts de plusieurs semaines pour la production. Il faut plusieurs semaines, mois, pour ouvrir des puits arrêtés. Et tant que le pétrole est bloqué, le marché est déséquilibré et les prix du pétrole augmentent structurellement et de plus en plus vite à terme. Si l'administration Trump a réussi à faire baisser la température du pétrole par trois moyens de pression pour tacler les spéculateurs et faire baisser les prix. Premier moyen, nous allons rapidement délivrer le pétrole des stocks stratégiques. Depuis lundi, ils disent ça. Ça va être fait aujourd'hui. Deuxième moyen, la guerre est complète et va s'arrêter bientôt. Troisième moyen, les États-Unis vont débloquer le détroit d'Ormuz. La réalité qui filtre des réunions d'information des sénateurs et de la marine américaine est que personne ne sait comment débloquer le détroit. Accompagnés avec la marine, les pétroliers seraient suicidaires, vu la capacité des Iraniens à frapper via leurs drones sous-marins, leurs missiles hypersoniques et leurs vedettes lance-missiles. Imaginons des navires américains brûlés dans le golfe Persique et forcés de se retirer. L'Amérique ne peut pas risquer une telle défaite symbolique, et pourtant probable. Le pire étant que l'Iran mine le détroit d'Ormuz, ce qui aggraverait la durée de déblocage du détroit de plusieurs mois. Les États-Unis sont pris par le temps, parce que ce prix du pétrole haut, c'est la garantie d'une crise financière et économique si ça dure un tout petit peu trop longtemps. Ils ne peuvent pas détruire le programme nucléaire iranien du ciel, par des bombardements. Ils ne peuvent pas changer le régime en emmenant des hommes au sol, puisqu'il faudrait 3 mois minimum pour préparer une telle opération, et sa logistique complexe. 3 mois, c'est un pétrole à 150 dollars le baril assuré pour une opération au sol loin d'être gagnée. Un baril très cher, jusqu'à 150 dollars le baril pendant 3 mois, c'est une crise financière et économique américaine qu'aucun président ne peut se permettre avant les élections de mi-terme de novembre 2026. D'autant plus pour une guerre soutenue seulement par une minorité d'Américains, 30 à 40% selon les sondages. Nous avons bien une guerre bloquée. L'Iran a de quoi tenir plusieurs mois. Il bénéficie de très nombreux missiles, plus de la moitié du stock initial, et de drones, avec des productions de missiles et de drones importantes. Pour les drones, c'est 15 000 drones par an. Et l'appui satellitaire des Chinois qui rendent leurs frappes plus précises. L'Iran continue chaque jour à attaquer Israël, qui souffre de plus en plus, au point où filtrent ces informations dans les médias d'officiels israéliens, affirmant que la guerre devient trop coûteuse. Un post du Jérusalem Post, un article, montre qu'il y a des milliers de bâtiments et de voitures touchés. La même chose filtre dans les médias américains. Les officiels iraniens affirment, suite aux propositions américaines de négociation transmises par différents canaux, qu'ils refusent les négociations. Ils démontrent qu'ils se sentent en position de force. Ils sont prêts à accepter des destructions sur leur sol et une guerre longue. C'est une guerre asymétrique du faible au fort. Les Américains bombardent avec toute la puissance de leurs appareils de guerre, mais cela ne suffit pas. Ça n'a pas suffi 4 semaines de bombes, 8 semaines, 12 semaines ne suffiront pas non plus. Qui plus est, le gouvernement américain a tapé sur les doigts d'Israël qui a bombardé des dépôts de pétrole à Téhéran ce week-end. Pourquoi? Parce qu'il sait que le gouvernement iranien a dit, et qu'il le fera, il a dit que pour chaque infrastructure stratégique détruite en Iran, une infrastructure stratégique sera détruite en Israël ou dans les pays du Golfe. La guerre est bien bloquée, sans solution pour personne. Dans une guerre bloquée,
disposer du temps alors que son adversaire ne peut pas se le permettre donne un grand avantage aux Iraniens, il faut le dire. Le gouvernement américain a sur lui la pression des électeurs américains et des États du Golfe touchés par leur guerre qui pourraient, si la situation empire, se tourner pour la suite vers un autre protecteur, la Chine ou la Russie. Ça serait une catastrophe, évidemment, pour l'Empire. Alors, quelle est cette ligne étroite qui permette de satisfaire tous les acteurs et de sortir de cette crise? On va faire un peu de prospective, même si c'est forcément risqué. Les Américains donnent l'impression de secouer la bouteille dans tous les sens pour voir si du liquide peut s'en échapper. Ils ont essayé la solution kurde, ça n'a pas marché. Ils ont essayé la solution révolte interne en Iran, ça n'a pas marché. Il semble bien qu'ils ont même solidifié un régime défaillant. Selon les dires des sénateurs informés par le gouvernement américain sur la situation, après 2 semaines de guerre, le gouvernement n'a pas d'idée sur le comment s'en sortir. Vu le temps qui passe et le prix du pétrole qui monte, inexorablement, les engrais du Golfe qui ne passent plus, 30% des engrais fournis au monde, le problème à terme d'alimentation dans les pays du Golfe, qui sont des pays du désert, dont l'approvisionnement maritime est bloqué en grande partie, la guerre doit se terminer rapidement. Sinon, c'est une élection perdue d'avance pour Trump et les républicains, et une menace de destitution, d'impeachment pour Trump en cas de défaite au midterm. Les deux seules façons qui permettent de terminer cette guerre, ce sont des négociations ou une bombe nucléaire sur l'Iran. Je n'en vois pas d'autres, mais je peux évidemment me tromper. La guerre porte par nature une immense imprévisibilité. Une bombe nucléaire serait une solution au risque géopolitique incalculable. Israël détruit en retour par une bombe pakistanaise, ça devient possible. Tout cela serait absolument terrible. Cette hypothèse semble pouvoir être écartée, mais le fait de la penser montre le niveau de risque que crée cette situation de blocage et le risque de défaite stratégique humiliante pour les États-Unis. Si les États-Unis quittent la zone sans négociation, le détroit d'Ormuz peut rester bloqué plus longtemps. L'Iran en appelant au monde pour dire, et ça sera justifié, qu'ils ne veulent plus jamais de guerre d'agression américaine et qu'ils veulent la fin des sanctions américaines. Sans compter que l'Iran continuera à frapper Israël tous les jours. Alors, ils ne peuvent pas tenir cette position des mois, mais imaginez la position humiliante que ce serait pour les États-Unis. Il faudra bien des négociations. Le gouvernement iranien risque fort de vouloir faire payer cher cette défaite stratégique aux États-Unis. Pas seulement par vengeance d'avoir voulu les chasser du pouvoir et d'avoir tué Khamenei, mais pour ne plus être à risque d'une guerre israélo-américaine. On rappelle que c'est la deuxième en 9 mois. Et pour obtenir le statut de puissance régionale et éventuellement la levée des sanctions. L'Iran est sous sanctions américaines, rappelons-le, depuis des dizaines d'années. Sanctions qui appauvrissent le pays et justement sont une des causes des menaces existentielles pour le régime. Les gens manifestent souvent parce qu'il y a une crise économique plus ou moins permanente en Iran. Ce sera donc une demande de l'Iran. L'Iran demandera des garanties de ne plus être attaqué, pour éviter d'être attaqué une troisième fois dans 9 mois. Et il est probable que l'Iran demande un accord un peu solide, parce qu'il a de grosses cartes sur la table avec le blocage du détroit d'Ormuz. Le meilleur accord serait la fin des sanctions américaines contre l'Iran et la garantie de ne plus être agressé par les États-Unis contre l'arrêt du programme nucléaire iranien et la remise à un pays tiers de l'uranium enrichi par l'Iran et de ses centrifugeuses. On le sait, c'était grosso modo presque ce qu'on était arrivé à faire. C'est ce qu'a dit le médiateur Omaneh vendredi ou samedi matin quand la guerre s'est déclenchée. L'Iran a tout intérêt à accepter cette solution, car elle donne au régime une respiration économique gigantesque et l'Iran aura accru son prestige et affirmé sa puissance régionale. Voilà ce qu'une puissance comme la France devrait proposer pour terminer cette guerre et en finir avec les crises en Iran. Est-ce que cette solution sera acceptée par Trump? C'est tout à fait probable, parce qu'il pourra la vendre dans tous les médias comme un superbe deal. Je suis allé faire des bombardements quelques semaines, j'ai obtenu la fin définitive du programme nucléaire iranien et un Iran en paix
qui se développera économiquement. Un accord d'Abraham pour l'Iran, en quelque sorte. C'est tout à fait possible et cela permettrait à Trump de se présenter en champion de la paix pour les mi-termes, de solidifier sa base MAGA qui est profondément ébranlée par la guerre, alors qu'il s'est lancé donc dans une guerre aventureuse, contrairement à ses promesses électorales. Cela aurait dû être le rôle de la France que de porter cette solution. Cela risque d'être le rôle de la Russie de Poutine. La Russie a la confiance de l'Iran, des BRICS et de Trump qui l'apportera. Netanyahou sera le grand perdant de l'histoire. Il perd son ennemi juré, très pratique, l'Iran, qu'il pourra difficilement agresser seul. Le projet de Grand Israël du Likoud sera contrarié. C'est une des inconnues de cette histoire parce que toute cette solution est une des seules qui peut quand même sortir Trump de ce bourbier. Acceptera-t-il cette solution perdante pour Israël? Il me semble que c'est tout à fait possible, voire probable. Et la France dans tout ça? Cette guerre asymétrique est une aventure mal réfléchie, mal pensée stratégiquement et militairement. Une preuve de plus que les élites occidentales ont un niveau et une capacité de gouverner de plus en plus faible. La défaite stratégique des États-Unis causera une perte de puissance et d'image, de soft power. Les États-Unis seront moins redoutés. La guerre, c'est un événement complètement incontrôlable. Les progrès, notamment dans les drones, matériel peu coûteux, rendent tous les endroits du monde potentiellement dangereux, difficiles à tenir, même pour de grandes puissances. Les Houthis l'ont prouvé en mer Rouge il y a un an en perturbant les flux de navires pendant une période de temps importante. Raison de plus pour la France, puissance moyenne, de ne pas s'engager dans des guerres aventureuses. Sans compter que la France est, par son histoire et ses principes, une puissance d'équilibre et de paix, qui cherche à préserver la liberté et la paix du monde contre les effets forcément délétères des empires. La France doit être non alignée. Elle reste l'amie et membre du camp occidental, mais elle n'est pas un vassal des anglo-saxons. La France doit être non alignée. Elle reste l'amie et membre du camp occidental, mais elle n'est pas un vassal des anglo-saxons. Avec une telle position, elle aurait pu jouer le rôle de pont entre l'Occident et les BRICS dans cette guerre en Iran et s'en sortir fortifiée. C'est finalement la Russie qui joue en ce moment ce rôle. La preuve en étant l'appel à la paix d'1 heure de Trump à Poutine pour terminer les guerres en Iran et en Ukraine. Ceux qui voulaient que la France tape sur l'Iran par détestation des mollahs devraient se rappeler que la sagesse, c'est de chercher la paix plutôt que d'envoyer des soldats français mourir dans des guerres aventureuses qui ne sont pas les nôtres et qui affaiblissent aussi notre puissance et notre crédibilité. La guerre, quand elle est engagée, est un phénomène incontrôlable qui fait courir des risques énormes au pays. Mieux vaut réfléchir plutôt que de le regretter ensuite. Au surplus, les flux d'immigration qui les insupportent, ces gens, ben, c'est le fruit des déstabilisations des pays arabes par les guerres américaines. 38 millions de réfugiés qui sont venus en une vingtaine d'années en Europe. Réfléchir plutôt que d'agir par pulsion, c'est franchement mieux. Revenons aux choses sérieuses. Pour être crédible, la France doit contrôler complètement sa défense et sa dissuasion nucléaire, et ne pas européaniser ni la défense ni la dissuasion. Le monde devient multipolaire progressivement, et les risques pendant la transition sont grands. L'Empire américain n'accepte pas réellement de ne pas être un empire, contrairement aux promesses de Trump, et ne veut pas être dépassé par la Chine. La Chine ne peut pas être l'empire, car leur démographie catastrophique les privera de la moitié de leur population en âge de travailler dans les 30 ans à venir. Le monde sera bien multipolaire. Il faut tenir pendant ce temps qui sera forcément un peu troublé. La puissance, c'est le seul paravent aux crises qui affectent le monde. La puissance est militaire, mais elle est aussi économique. L'autonomie, c'est un facteur clé de puissance. La capacité à nourrir sa population, à être au maximum indépendant au niveau énergétique, à fabriquer les produits nécessaires au pays. Tout ceci pointe une fois de plus vers le Frexit. L'UE, c'est le marché pur et la mondialisation économique. Tout ce qui conduit à la perte d'autonomie et de puissance.
La France doit en sortir pour retrouver sa puissance économique et se reconstruire, développer son énergie nucléaire, extraire les énergies fossiles dont elle a besoin de ces territoires d'outre-mer, comme la Guyane, où il y a un fort potentiel, redévelopper son agriculture, son industrie et une autonomie minimale dans ces domaines grâce au protectionnisme. Il y a du travail pour que la France renaisse. Le travail de chaque Français, c'est de rejeter les anciennes élites, cette caste devenue parasitaire, incompétente, corrompue et sans choisir de nouvelles, pour que la France renaisse, pour que la situation de tous s'améliore. Parce que ce renouveau est possible, parce que ce renouveau est souhaitable, parce que nous avons besoin de ce renouveau. Merci à tous et bonne journée à vous.